Voilà, Madame, Messieurs, nous allons commencer cette quatrième édition. Madame, Monsieur, chers partenaires et parties prenantes, chers collègues des maisons d'enfants de France et d'Italie, après Bordeaux, Toulouse et Lille, nous voici pour nos quatrièmes rencontres nationales à Nantes. Comme à chaque rencontre, la présence d'un représentant politique de la ville et du département est pour nous une nouvelle reconnaissance de notre secteur, celui de la protection de l'enfance. Remercions alors chaleureusement le représentant de la ville de Nantes, Madame Naël, et le représentant du Conseil général de Loire-Atlantique, Monsieur Allard, pour leur soutien. Remercions également les personnalités présentes, mais aussi celles qui se sont excusées de n'avoir pu venir. Votre participation ou votre témoignage démontre bien l'intérêt que vous portez à notre démarche et nous invite à poursuivre avec encore plus d'enthousiasme les objectifs que nous sommes fixés dans nos statuts. Pour cette année, deux événements importants. Ils vont certainement éclairer l'évolution de notre association pour les années à venir. Je voudrais saluer la présence de la délégation italienne. Ils sont 10, pilotée par M. Fulvi. Ils représentent chaque région d'Italie de la CNCM, Coordination nationale des communautés pour les enfants. Leur présence est le début d'un rapprochement franco-italien et j'espère fortement que cette ouverture européenne se développera dans les années à venir. Nous avons tellement à apprendre l'un de l'autre. L'autre événement, c'est la sortie du livre « Travailler en MEX ». Je fais un petit peu de promotion. Aux éditions Duno, dirigées par Francis Batifoulier et Noël Touya, qui sont présents tous les deux, qui ont dirigé cet ouvrage remarquable de 600 pages. 30 intervenants présentent 26 chapitres complémentaires. Cet ouvrage contribue à cette nécessaire refondation politique, technique, clinique et éthique pour assurer une légitimité aux établissements dans leur dialogue avec les élus et les instances de contrôle et de tarification. Revenons, si vous me permettez, un an en arrière, à Lille, sur le thème « Les MEX à l'heure de la diversification des services », avec comme intervenants principaux Jean-René Loubat, Jean-Yves Barrère, Pascal Breugnot, Alain Grevaux, Serge Euzet et Francis Batifoulier. L'intervention des 6 conférenciers était complétée par 7 ateliers. Chaque atelier présentait un apport théorique et un témoignage avant de laisser place à un débat avec la salle. Ce concept répondait à votre souhait grâce à notre première enquête de satisfaction. Souvenez-vous également du spectacle d'enfants fait par la troupe Cubique, moment fort et pertinent où l'enfant redevient central. Ces journées ont été suivies d'une deuxième enquête de satisfaction, mais aussi de retours divers, comme celle de l'association Devenir, qui nous permettent de réajuster notre organisation, notre posture. Ainsi, les ateliers que nous faisions deviennent des forums que vous découvrirez cet après-midi. Dans la dynamique régionale, la Lorraine organisait son deuxième rendez-vous en décembre 2013 dans le 54, la Meurthe-et-Moselle, et si l'on pensait autrement, l'autorité éducative avec Éric Prérat. Le troisième rendez-vous sera vosgien en décembre 2014, une dernière répétition avant d'appréhender les journées nationales qui auront lieu à Nancy en 2016. Hier soir, notre troisième Assemblée générale présentait son rapport moral et bilan financier. Ils seront en ligne sur notre site dès la semaine prochaine. Nous avons également procédé au vote, puisque 3 sièges dans le collège établissement et 1 dans le collège individuel étaient vacants. Je vous donne la liste des 3 nouveaux administrateurs. M. Touya, directeur en Aquitaine, M. Pascal Auffray, directeur en Bretagne, et M. Arnaud Durieux, directeur adjoint en région parisienne. Pour les collègues qui ont participé à notre Assemblée générale, vous avez pu vous rendre compte que les 28 administrateurs sont au travail, chaque administrateur devant s'inscrire dans au moins une commission. Régionale, formation, politique, communication. Vous avez certainement pu découvrir en arrivant notre magnifique stand en MEX qui se tient à votre disposition ces 2 journées, où vous pourrez vous procurer les actes des journées 2012 et 2013, ainsi que ce fameux livre qui sera le livre de l'année. Vous pouvez aussi, sur notre site,
revisiter, vous procurer les actes des journées, les comptes rendus des séminaires, les infos utiles à nos interventions. Avec Andesi et Actif, des formations actualisées sont réalisées depuis maintenant 1 an pour permettre aux établissements de bénéficier de formations spécifiques au métier des MEX. L'association en MEX n'a que 3 ans. Elle est constituée d'un conseil d'administration de 28 membres. Elle est de plus en plus sollicitée ou interrogée sur les différentes évolutions par la presse spécialisée, par les représentants des parties prenantes de la protection de l'enfance et récemment, Madame Michèle Meunier, sénatrice, souhaitait connaître le point de vue de l'ANMEX sur la loi de mars 2007, ses points forts et ses points d'amélioration, version maison d'enfants. Une lettre vient de lui être envoyée en début de semaine. Nos séminaires où les administrateurs peuvent inviter un professionnel ou un administrateur de leur choix permettent un enrichissement important pour faire évoluer nos pratiques de plus en plus complexes. En 2013, Paul Fustier sur la clinique, Serge Euzet sur l'association AIRE, les ITEP, Christian Jaillet sur la subjectivité au travail, ils ont animé ces séminaires où, après un temps d'apport théorique, un débat est engagé avec les administrateurs et les invités. En 2014, des pistes sont établies avec Jean Lavoué, un représentant de l'ANESM, un cabinet d'experts en assurance, un séminaire dédié à la formalisation d'un écrit politique partagé et prévu en septembre sur 2 journées. Tout ce travail nécessite un réseau motivé et compétent qui doit être alimenté en permanence. C'est dans cet esprit que les journées de Nantes ont pu être construites. Nous sommes encore cette année près de 700 personnes, tous concernés par les nécessaires évolutions de notre secteur. Je vous demande d'applaudir le travail remarquable fait par le COPIL de Nantes et le soutien sans faille de notre fidèle partenaire qui partage depuis le début de notre histoire nos joies et nos peines, j'ai nommé l'Andesi. Avant de vous retrouver demain pour la conclusion de ces 4e journées nationales, je vous souhaite 2 très belles journées de réflexion, d'échange, quel que soit votre métier, éducateur, chef de service, psychologue, directeur ou directeur général. Votre présence, votre fidélité est notre moteur dans cette belle aventure qui s'écrit sur la page de la protection de l'enfance. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, messieurs les présidents, monsieur le vice-président du Conseil général, mesdames, messieurs les professionnels, les élus et les administrateurs. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin au nom de Patrick Rimbert, le maire de Nantes, et aussi président de ces bel équipement qu'est la Cité des Congrès et qui est là pour justement accueillir de manière, j'espère, convivial, chaleureux et utile l'ensemble des congrès nationaux et locaux. Évidemment, une ville, une collectivité locale comme une ville n'a pas la compétence de la protection de l'enfance. Mais pour nous, nous sommes très heureux de vous accueillir à plusieurs titres, et notamment parce que l'éducation qui a été placée en 2008 sous le signe de la réussite éducative a une vocation forte à Nantes. Une réussite éducative, c'est d'abord prendre en compte l'enfant dans sa globalité de vie, de la petite enfance jusqu'à ce qu'il devienne un adulte émancipé et autonome. C'est bien ça qui porte les valeurs de la réussite éducative à Nantes. Et pour ce faire, c'est travailler sur l'ensemble des temps de l'enfant et avec l'ensemble des acteurs éducatifs qui accompagnent un enfant tout au long de l'éducation. On est dans un pays où souvent l'éducation a été donnée, entre guillemets, à la réussite scolaire. Nous, à Nantes, évidemment que l'école est importante, mais bien au-delà, la réussite éducative, c'est vraiment l'émancipation et l'autonomie des enfants. Et donc une ville attachée aux valeurs de solidarité et d'égalité, c'est faire et être attentif à tous ces enfants et notamment à ceux qui ont le plus besoin du coup de pouce de la solidarité nationale. Donc très heureuse d'être avec vous et je sais que vous êtes des professionnels investis, impliqués, que la question
de la difficulté de certains enfants, eh bien, au quotidien, ce n'est pas facile à vivre et que nous devons, nous, collectivités, pouvoir être à vos côtés au quotidien pour vous accompagner et trouver les meilleures solutions pour accompagner ces enfants. Donc, évidemment, nous sommes sensibles au fait que votre association nationale ait choisi Nantes, notre ville, pour organiser vos rencontres nationales. Alors, vous allez vous interroger sur l'évolution du secteur social, et c'est logique, cela s'impose. Logique de gestion du travail social, c'est un sujet très ambitieux, c'est un sujet compliqué. L'écueil, à notre sens, serait-il de ne pas opposer l'un à l'autre. En tout cas, personnellement, je ne m'aventurerai pas dans un sujet qui n'est, un, pas de notre compétence, et deux, un sujet que je méconnais particulièrement. Mais permettez-moi de vous dire, je vous ai dit un mot sur la politique de la réussite éducative qui est très large à Nantes, je vous l'ai dit, ça va de la petite enfance et du développement de places de crèche à des nouveaux projets pédagogiques pour permettre de s'adapter à l'évolution de la vie des familles sur justement les temps de garde d'enfants. Et je pense aux femmes seules qui ont des horaires atypiques ou pour qui la garde d'enfants est un vrai frein à l'emploi. Nous avons développé pendant ce mandat de nouveaux dispositifs pour leur permettre le retour vers l'emploi, mais ça va aussi sur une politique jeunesse avec des chantiers de remobilisation. Je sais qu'on a des partenariats avec certaines de vos structures locales pour des jeunes décrocheurs, et puis ça va pour nous jusqu'à la création dans ce mandat de l'école de la deuxième chance. Donc vous voyez, pour nous, c'est vraiment un enjeu fort que de s'attacher aux publics qui en ont le plus besoin. On m'a demandé de vous parler un petit peu plus globalement de la politique jeunesse de la ville. Aujourd'hui, Nantes, ce sont 11 000 enfants jusqu'à 11 ans, 16 000 adolescents de 12-15 ans et plus de 47 000 jeunes de 16-25 ans. Alors évidemment, quand un Nantais sur 3 a moins de 25 ans, on ne peut que s'intéresser à cette tranche d'âge qui est demain la force vive de notre ville et celle qui fera l'avenir de Nantes. Donc nous, aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment un moteur de nos politiques publiques. Le constat est pourtant sévère dans notre société. Pas spécifiquement à Nantes, dans l'ensemble de la France, évidemment, les jeunes n'ont jamais été aussi longtemps dépendants, socialement, économiquement, des adultes et de la société. Les conditions de passage à la vie adulte, quels que soient les milieux sociaux desquels on vient, se sont durcies. La promesse par l'éducation et le travail pouvait donner à chaque génération une prospérité supérieure il y a quelques années. Aujourd'hui, cette promesse s'est un peu transformée en désillusion. Et c'est bien les évolutions sociales, économiques et culturelles qui produisent des effets sur la jeunesse, qui en produisent autant sur les adultes que nous sommes. Il nous faut donc, et c'est notre responsabilité en tant que collectivité et en tant qu'adultes de manière générale, trouver de nouveaux vecteurs de transmission. Il nous faut refaire toute notre société une société plus éducative et surtout penser et être convaincus, et moi qui suis élue à la réussite éducative, je suis convaincue que nous avons encore des pas à faire pour reconnaître que l'éducation se fait avec tous les acteurs et sur tous les temps de l'enfant et à tous les âges. Je ne voudrais pas être beaucoup plus longue, je voudrais juste vous dire que le rôle d'une collectivité, en tout cas pour nous à Nantes, c'est important. C'est justement de permettre à tous les professionnels qui œuvrent sur le champ de l'éducation, quels qu'ils soient les milieux sociaux avec lesquels on travaille, quelles que soient les difficultés ou les non-difficultés familiales. Le rôle d'une collectivité, c'est d'être attentif à tous, de trouver toutes les solutions pour permettre justement l'émancipation de chaque enfant. En ce qui concerne la question des parents et des familles, puisque c'est aussi dans le cadre de la protection de l'enfance avec ces familles que vous travaillez, c'est aussi reconnaître que la vie d'aujourd'hui n'est pas simple, que la culpabilisation est de mise quand on n'arrive pas à finir les fins de mois, quand la crise économique frappe, quand on a du mal à s'intéresser dès le démarrage à la scolarité de son enfant, parce que la vie est faite de barrières et de difficultés. Notre boulot, au niveau de la collectivité locale, c'est justement de réconforter chaque adulte, chaque citoyen, et de reconnaître qu'un parent reste le premier éducateur
de ses enfants, parce que pour nous, il n'y a aucun parent qui s'en fout, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de l'avenir de son enfant. Donc, je voulais vraiment vous dire que le travail collectif, collaboratif, ensemble, à son niveau d'expertise, à son lieu d'action est essentiel et que c'est la complémentarité de nos actions qui nous conduiront vers l'émancipation de chacun et chaque jeune qui se trouve en tout cas sur notre agglomération. Alors je voudrais encore vous remercier pour votre investissement, vous remercier d'être présent sur un congrès national, c'est évident pour vous, c'est votre structure, mais vous remercier des sujets que vous allez aborder, de vous remercier d'oser vous remettre en question, puisque les temps de congrès, ce sont aussi des moments de prise de recul sur son propre engagement, son propre travail, et puis ce sont des moments où j'espère vous allez à la fois vous remettre en cause, entre parenthèses, entre guillemets, vous faire un peu mal, et puis j'ai envie de dire être frustré à la fin du congrès, parce que des bons moments de réflexion, des bons moments de formation, eh bien, on doit en ressortir un petit peu frustré parce qu'on a envie d'aller encore plus au bout. Alors, quelles que soient les conclusions de votre réflexion, je vous dis bon courage, je vous demande de continuer et d'apporter votre expertise. J'ai entendu tout à l'heure que vous aviez, à sa demande, envoyé un courrier à Michel Meunier. Je m'en ferai joie de lui rappeler votre présence à Nantes aujourd'hui, puisque Michel est une collègue de la ville de Nantes. Et c'est bien ça, la force d'un mouvement, la force d'un réseau associatif, c'est d'un moment donné d'être dans l'action, d'être dans la prise de recul, d'être dans la contribution. Et c'est comme ça qu'à Nantes, on conçoit en tout cas l'exercice de la coproduction d'un projet pour l'ensemble des citoyens. Et puis évidemment, pour finir, vous êtes là 2 jours, j'espère que vous aurez le temps de profiter de notre belle ville. Vous êtes à 2 pas des Machines de Lille, sur l'île de Nantes, un peu l'emblème phare de notre agglomération aujourd'hui, premier projet urbain européen à l'heure actuelle. Vous êtes à 2 pas des Machines de Lille, de l'Éléphant, il va faire un soleil magnifique, et oui, à Nantes, il fait beau, donc j'espère que ce soir vous pourrez profiter des bords de Loire. Je vous souhaite bienvenue à Nantes et bon travail. J'invite les gens qui sont dans le fond et qui sont encore debout à s'avancer. Il y a des places assises. Ne restez pas debout. Monsieur le président de l'ANMEX, Francis Robert, Madame l'adjointe au maire de Nantes, Myriam Naël, Monsieur le président de l'Andésie, Madame la directrice du CREAI, Mesdames, Messieurs les professionnels des maisons d'enfants à caractère social, juste quelques mots. Tout d'abord pour vous souhaiter la bienvenue dans le département, avec Nantes bien entendu. Il fait aussi beau sur l'ensemble du département. On n'est pas loin du bord de mer, donc je vous invite à profiter de ces 2 jours, en dehors évidemment de vos travaux, pour visiter ce magnifique département de la Loire-Atlantique. Et puis vous adresser un court message d'intérêt pour vos 4e rencontres nationales. Vous avez choisi d'aborder un sujet traduit dans un titre pour le moins percutant, trop de gestion tutelle les MEX. Et c'est une bonne interprétation pour une belle interpellation aussi, pour l'élu que je suis. En tant que vice-président du Conseil général de la Loire-Atlantique, en charge des jeunesses, et notamment des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, 3e budget de fonctionnement du département, et beaucoup plus si l'on tient compte de l'ensemble des salariés qui travaillent à l'ASE. Je n'ai donc pas manqué de me laisser interroger par la force de votre question. Car je suis à mon niveau et de manière assumée, exigeant en matière de gestion, soucieux de rationalisation, demandeur, quand cela me semble utile, de formalisation. Mais dire cela ne serait pas complet, serait même mortel, pour reprendre la tonalité de votre titre,
si je ne précisais pas d'emblée que ces préoccupations sont nécessairement traversées, voire plus encore, sous-tendues par les enjeux cliniques du travail social et par un véritable intérêt pour les institutions, celles en l'occurrence de la protection de l'enfance, dont les MECS font partie. Quand la gestion est combinée à ces deux enjeux, elle ne tue pas. Elle fonde l'action, elle ne la résume pas. Elle développe, elle favorise, facilite l'intelligence collective, elle ne la réduit pas. La politique que j'entends conduire ici en Loire-Atlantique repose sur des priorités politiques, mais aussi sur le sens de l'action, avec au centre l'enfant et sa famille. Dans cette conception, la gestion n'est pas un but, elle est un instrument. Elle est même, de mon point de vue, la garantie d'une visibilité, d'une pérennité des missions, pour peu que cette gestion fasse l'objet d'un contrat. Je pense en particulier au CEPOM. Dans cette conception, le sens de l'action n'est pas donné par un seul, il est réfléchi et construit à plusieurs. C'est de ma responsabilité politique d'organiser les conditions de cette co-construction, de ce dialogue avec vos institutions. Dans l'exposé introductif de votre rencontre, vous dites bien que la gestion n'est sûrement pas singulière et financière, elle est même plurielle. Administrateurs, cadres, travailleurs sociaux et usagers déclinent au quotidien des actes de gestion. Je me permets d'y ajouter, dans une certaine mesure et sans confusion, les élus. Dans le département de Loire-Atlantique, le dialogue avec les représentants des structures de la protection de l'enfance a permis de partager, au sein de l'Observatoire de la protection de l'enfance, une préoccupation sur la question des internats, foyers collectifs et MECS. La priorité d'un état des lieux partagé pour les internats a fait consensus et fait l'objet des allers-retours réflexifs entre les services du département et les établissements. Je veux à cette occasion souligner les apports bénéfiques des travaux des chercheurs, des experts de l'action sociale, qui nous proposent des réflexions et des méthodes si utiles à nos travaux. Je tiens spécifiquement à souligner ici l'intérêt des écrits de M. Francis Batifoulier, en lien avec l'Association nationale des MECS, auteur de Refonder les internats éducatifs. Cet état des lieux que nous avons engagé sur notre département porte donc deux grandes priorités partagées avec les acteurs institutionnels. La question des besoins des publics, il s'agit là du registre des missions. La question des locaux, on est dans les moyens. Le patrimoine immobilier vétuste de certaines structures. La mise aux normes obligatoires en termes d'accessibilité pour 2015 ont rendu prioritaire ce chantier pour mieux répondre à nos missions en tenant compte de la carte des besoins de prise en charge des enfants en proximité avec les lieux de vie des familles. Nous utiliserons ensemble les résultats de cette étude comme outil d'aide à la décision et au pilotage de la mission au vu des enjeux financiers induits par cette problématique immobilière. La rencontre et la réflexion partagée sont essentielles pour répondre à la délicate mission qui nous est confiée, celle de protéger, d'accompagner dans leur développement des enfants et jeunes qui ont besoin d'une réponse adaptée de notre société pour être considérés en tant que sujets, pour y tenir une place en tant que citoyens. Et pour terminer, sur votre incisive et piquante question de vos 4e rencontres sur la gestion qui tue, je suis tenté de suggérer une réponse imprégnée de rigueur budgétaire, bien sûr, mais aussi et avant tout de beaucoup d'humain et d'humanisme. Car même dans notre société, où l'argent public se raréfie, où les coûts sociaux deviennent de plus en plus difficilement assumés, les choix de gestion s'imposent, mais ils ne peuvent être imposés. Ils nécessitent dialogue et réflexion partagée. Trop d'administration, trop de directives, trop d'injonctions, oui, mettent en péril l'avenir des structures. C'est dans un vrai dialogue de gestion que s'inscrit désormais la prise en charge et le prendre soin des plus fragiles. Jean-Baptiste Daviet, militant que les Nantais connaissent bien,
créateur de la FAL à Nantes et résistant mort en déportation, nous a laissé ce message: au plus déshérité, le plus d'amour. Ce message laïque de justice sociale doit aussi nous guider dans les arbitrages et les moyens accordés à nos politiques publiques d'accompagnement des enfants dont nous avons la responsabilité. Je vous souhaite de bonnes journées de travail. Merci. Corinne Pichelin et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour ces 4e rencontres nationales. C'est en septembre 2012 que le conseil d'administration de l'AMEX a fait le choix de cette thématique. Comme pour les autres journées, il a été constitué ici à Nantes un comité de pilotage qui s'est appuyé sur notre partenaire local qui est le CREAI. Et COPIL qui s'est composé d'un certain nombre de directrices et de directeurs de MEX, ainsi que de collègues de l'URIOPS. Le COPIL a eu cette charge difficile d'une certaine manière, mais je crois plutôt bien réussie, de transformer la problématique qui était posée par le conseil d'administration et qui a été ensuite validée par lui autour de cette question de la gestion, dans le souci de faire en sorte, notamment dans les forums, que cette question de la gestion ne soit pas seulement une question pour les dirigeants ou pour les cadres, mais bien une question de tous les jours dans l'acte éducatif, dans les pratiques éducatives. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre dans le cadre des forums. La répartition par lesquelles vous êtes inscrits dans ces différents forums, où les choses sont très également réparties, vous êtes en moyenne 75 par chaque forum, montre que vraisemblablement ce pari est en passe d'être gagné. Je précise également que dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec les membres du COPIL, l'URIOPS a accepté de prendre en charge la réalisation des actes de ces journées. Donc j'annonce que comme les journées précédentes, il y aura des actes qui seront centralisés au niveau des écrits par l'URIOPS et qui, comme pour les années précédentes, seront réalisés par nos collègues d'actifs qui vous enverront au plus tard à la fin de l'été les actes de ces journées. Avant de laisser la parole à Corinne Pichelin qui va vous préciser un petit peu plus finement l'organisation de ces 2 journées, je souhaitais vous informer que M. Laforcade nous a indiqué qu'il ne pourrait pas être là avec nous aujourd'hui parce qu'il a un empêchement professionnel. Sa collègue, Mme Corinne Lovell, qui est ici présente et qui va faire l'intervention, est co-responsable avec lui d'un DU sur la qualité qui se déroule à l'Université de Bordeaux. Je voulais également donner quelques informations sur qui vous êtes, quelques éléments statistiques. Vous êtes plus de 600 à avoir répondu à notre sollicitation. Vous êtes un public majoritairement féminin, à 56%. Vous êtes adhérent de l'AMEX à un titre ou à un autre, soit en tant qu'adhérent association, adhérent établissement ou adhérent individuel, à 73% dans cette assemblée. Vous venez de toutes les régions de France, même si c'est assez normal, la région des Pays de la Loire est très fortement représentée, ainsi que l'Île-de-France. En termes de fonction, un petit peu comme les années précédentes, vous êtes à 55% des dirigeants ou des cadres. Et je souhaite saluer d'ailleurs dans ces dirigeants une douzaine d'administrateurs. Je crois que c'est très important en effet que dans ces journées, les bénévoles responsables des associations participent à nos réflexions et à nos travaux. Vous êtes à 38% des éducateurs, des moniteurs éducateurs, maîtresses de maison, et puis on compte quelques personnels administratifs, des psychologues. Vous disposez dans les pochettes qui vous ont été remises du programme et d'un certain nombre d'informations. Et j'attire votre attention, pour finir, sur le fait qu'on va se retrouver pour les moments de pause dans la mezzanine où vous avez été accueillis, qu'il y a là un certain nombre d'exposants qui attendent votre visite. Il y a le stand de l'AMEX, bien évidemment, et d'autres stands. J'attire votre attention sur le fait, vous l'avez peut-être vu en arrivant, qu'il y a un certain nombre de peintures, de graphes qui sont installés dans la mezzanine. Ces graphes ont été réalisés par des jeunes de MEX
Ah, voilà, c'est ça. Donc je disais, ces graphes ont été réalisés par des jeunes de MEX installés en Pays de la Loire. Ces mêmes jeunes qui, mais on y reviendra tout à l'heure, qui nous offriront le spectacle qu'ils nous ont préparé ce soir. Voilà, très bonne journée à vous. Et je reviendrai vers vous pour les questions d'organisation. Mais je laisse la parole tout de suite à Corinne. Bonjour, moi je vais vous présenter rapidement le programme de ces journées élaboré par le comité de pilotage de ces journées. Ce programme, au travers de ces différentes interventions, permettra d'envisager, par la pluralité de leurs approches, les différentes dimensions de la gestion, de comprendre l'évolution des politiques publiques et la transformation des pratiques, et d'interroger finalement l'impact sur le fonctionnement des MEX. Pour cette première matinée, Michel Chauvière interrogera le lien entre la gestion et les missions singulières des MEX, mettant en œuvre une intelligence sociale au bénéfice des enfants et des jeunes accompagnés. Après un temps de pause, Corinne Lovell examinera quant à elle la gestion par le prisme de la qualité et de la performance. C'est à partir de 12 heures que vous pourrez échanger et débattre avec nos deux premiers intervenants et nous vous invitons à préparer vos questions pour faciliter ce temps d'échange. Nous ne pourrons prendre qu'un nombre limité de questions. Après le déjeuner et dès 14h30, nous reprendrons nos travaux sous la forme de forum. Vous vous êtes inscrits il y a déjà quelques semaines, mais nous vous rappelons que votre forum est inscrit sur votre badge. Dans chacun de ces forums, une thématique sera dans un premier temps délimitée, éclairée par un intervenant. Elle sera ensuite illustrée par la pratique, la mise en œuvre d'expériences, de réflexions sur le terrain. Dans ce temps de forum, vous serez largement invités à exprimer vos propres réflexions, porter vos témoignages et mettre en perspective collectivement des axes d'évolution ou d'innovation. Cette production réflexive sera valorisée et synthétisée dans une présentation qui sera faite le vendredi matin. À 17h30, retour en plénière et Rénal de Brizen nous invitera à qualifier la gestion ou les gestions. Enfin, pour clôturer cette première journée, des jeunes accueillis dans les MEX de la région vous proposeront de jolis moments d'émotion et de poésie à travers notamment l'art du slam. Avant de visiter la ville de Nantes, vous y avez été invité, ou de rejoindre vos hôtels, nous nous retrouverons autour d'un cocktail. Voilà, pour démarrer la journée de vendredi, nous démarrerons par deux conférences plénières, celle de Roland Janvier qui interrogera avec nous les enjeux d'ouverture de nos organisations, leur inscription dans leur environnement de proximité comme réponse possible aux contraintes de rationalisation. Jean-Bernard Paturet mettra lui en perspective clinique et gestion. Vos contributions dans les forums de cet après-midi seront ensuite reprises par Isabelle Joly, qui dressera des perspectives esquissées dans ces temps de travaux, perspectives d'innovation, de réflexion. Vous pourrez ensuite, et avant de quitter notre belle ville, échanger avec les intervenants de cette première matinée. Voilà, nous nous souhaitons de belles journées. Merci. J'invite donc Michel à nous rejoindre pour une conférence de 3/4 d'heure maximum. Je vais être garant du temps. Oui. Michel Chauvière. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. J'ai une certaine proximité avec le titre même de ces journées. Ça n'a échappé à personne, du moins pas à ceux qui suivent à peu près l'actualité en librairie. Alors, quel rapport entre gestion et intelligence sociale? Vu le sujet et vu l'intervention que je fais en premier, finalement, au cours de ces deux journées, je voudrais commencer par un ensemble de réflexions sur les termes employés.
Premier terme, la gestion. Comment la définir? Je crois que ça existe, contrairement à ce que annonce un intervenant aujourd'hui ou demain. La gestion, ça n'existe pas. Ça serait, voilà, je crois que ça existe. On peut en parler, en tout moins. Le trop de gestion ou l'hypergestion ou le tout-gestion des formules qui sont employées jusqu'ici, qui tueraient, puisqu'il est question de ça, intelligence sociale, et puis MEX également, sur lesquels je voudrais dire quelques petites choses. Alors, la gestion, chacun en connaît forcément une définition minimale. Je dirais personnellement qu'il s'agit de l'art, j'insiste sur le mot art, l'art de mettre en relation de façon procédurale les ressources nécessaires, pas toujours disponibles, avec les objectifs poursuivis pour un temps donné et dans un contexte donné. Pardon pour une définition un peu lourde et brute, mais ça serait ma référence pour moi. Des ressources, il en existe de toutes sortes, vous le savez bien, matérielles, financières, juridiques, humaines, le fameux capital humain, communicationnel, etc., etc. On retrouve d'ailleurs ça dans les grandes directions maintenant des holdings associatifs qui sont apparus ces dernières années au niveau du siège. Les synonymes de gestion sont nombreux. J'en ai trouvé un grand nombre: administration, conduite, gouvernement, intendance, management. J'ai oublié ma ligne. Voilà, pilotage, ordonnancement, direction, commandement, etc., etc. Il y en a une pléthore. Ce qui m'amène à une première réflexion: quand un mot sert à dire tellement de choses, démultiplié par tellement de synonymes, on peut se demander ce qu'il veut dire précisément dans les usages courants. Je dis art et non pas science, c'est un point important. Comme pour l'administration, comme pour l'éducation ou le travail social même, il s'agit pour moi d'un champ de pratique auquel on peut faire correspondre, on doit faire correspondre diverses disciplines scientifiques, ce qui donne les sciences de la gestion, comme il y a des sciences de l'administration ou des sciences de l'éducation et même des sciences du travail social. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de science du travail social, ou que le travail social n'est pas une science, plus exactement, mais il y a des sciences au pluriel pour le travail social. Deuxième point, parler d'hypergestion ou du tout-gestion, par rapport à ce que je viens de dire de la gestion en général, c'est évidemment former un jugement de valeur. C'est prendre position sur le cours actuel de cette pratique, c'est évaluer donc les changements intervenus visant la légitimité et la place accordée à la gestion ces derniers temps et toutes ses conséquences pratiques. Quand j'ai titré mon ouvrage en 87 « Trop de gestion tue le social », oui, c'est moi le coupable, enfin pour ceux qui n'ont pas compris, trop de gestion tue le social. Bien évidemment, ça n'était pas une critique radicale de toute gestion, mais de l'excès de place et de gestion laissé à la gestion aujourd'hui, à ces scribes, parce qu'il y a de nombreux scribes dans ce champ-là, à ces prosélytes, au détriment d'autres légitimités acquises par d'autres groupes d'acteurs dans les domaines techniques, cliniques et même gestionnaires. Parce que, sur ce point, je reprends des propos que j'ai lus dans le document de présentation, c'est vrai que la gestion doit être aussi conjuguée au pluriel. Il n'y a pas une gestion, il y a plusieurs théories, plusieurs types de pratiques. Si aujourd'hui un type de théorie, un type d'approche gestionnaire domine les autres, jusqu'à l'hégémonie, il ne faut pas oublier que les autres ont aussi des états de service importants. En d'autres termes, on a toujours géré le secteur. Le passé n'est pas dans la sous-gestion ou dans l'absence totale de gestion, dans une anarchie totale. On a toujours géré, et sans doute assez bien géré selon les critères du moment, les critères d'une époque. Chaque époque a ses croyances et ses outils. Il y a d'ailleurs des travaux historiques très intéressants à Lyon 3, où on s'est employé à essayer de retrouver historiquement les gestions d'autrefois, les gestions des années d'il y a 60 ans, dans les années d'après-guerre. Comment gérait-on à ce moment-là? C'est tout à fait intéressant parce qu'on gérait avec pas mal de rationalité, mais sans doute pas la même. Et c'est bien ce qui a changé. On gérait sans doute aussi, je reprends une formule à Jean-René Louba, mais dans un sens qui n'est pas le sien, parce que je ne suis pas souvent d'accord avec lui, on gérait juste le nécessaire. Ça, c'est dans les ASH il y a une petite semaine, ou deux, je ne sais pas. Juste le nécessaire. C'est important de ne pas gérer trop. Juste le nécessaire, merci Jean-René Louba, pour faire
effectivement toute sa place à quoi? À l'utopie éducative, à l'éducation populaire ou encore à la clinique. Et c'est peut-être ça qui pose problème aujourd'hui, c'est la place laissée aux autres formes de pilotage, de management, de commandement et de gestion par voie de conséquence. Alors ce que j'appelle l'intelligence sociale ici, ce n'est pas la somme des innovations techniques et cognitives propres à chaque secteur de développement du secteur social, à chaque moment de développement du secteur social. C'est aussi, et j'insiste sur ce point, la part organique, alors je vais m'expliquer sur ce terme, inhérente à tout développement de ce type. Organique veut dire ici ce qui donne sens, non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi pour tous les citoyens, parce qu'il s'agit toujours aussi de l'intérêt général, du bien commun, ou encore de l'utilité publique. Tous ces termes-là sont employés beaucoup, d'ailleurs, et de plus en plus. Bref, parce qu'il s'agit aussi toujours de faire société à travers la moindre aide ou du moindre soin apporté à tel ou tel. C'est ce lien qui est fondamental, à mon avis. C'est la réalité de l'aide, mais aussi le contexte qui donne sens à l'aide. Alors, l'intelligence sociale réalisée dans diverses institutions comme les MEX est ainsi une mise au service de fins, de finalités qui la dépassent, et je crois qu'il faut conserver en permanence cet horizon, cet idéal, ce dépassement du pragmatisme. C'est en tout cas cette extraversion un peu oubliée au nom de l'introversion stratégique, parce qu'il faut être toujours dans le calcul, vais-je récupérer des parts de marché, je vais pouvoir tenir, etc. Je crois qu'il faut peut-être contrôler, limiter ces effets d'introversion pour avoir une extraversion, parce que c'est cette extraversion qui fait société, qui fait cohésion sociale, pour employer un terme qui est devenu référentiel ces derniers temps. En tout cas, c'est cela que l'hypergestion, et non pas la gestion, elle peut d'ailleurs être mise au service de cet objectif, mais l'hypergestion met en danger, et c'est aussi cela qu'hélas, aucune doctrine de référence d'action sociale globale ne rappelle publiquement depuis des années. Il y a un déficit de ce côté. Alors vous direz, pourquoi pareille dualité? Elle est très directement inspirée de la définition républicaine du service public. Quand bien même s'agit-il, dans le champ social, de missions déléguées le plus souvent à des associations, selon la loi de 1901, pour le compte d'autorités publiques, contre financement et avec des systèmes contractuels qui ont été rappelés tout à l'heure. Donc on est loin là, dans ma référence, de la seule dimension de l'entreprise, fût-elle déclarée sociale, puisque ça existe maintenant sur le marché, et on est loin aussi de la simple prestation chère à certains gestionnaires, pas à tous. Alors dès lors les MEX, pour parler rapidement, nécessitent d'être définis, certes, mais ce n'est pas mon rôle ici, et surtout replacés, non pas seulement de façon fonctionnelle ou utilitaire, mais au service exclusif de ses usagers. Heureusement, ça reste central, mais aussi de manière plus historique dans le concert des inventions solidaires caractéristiques de tout le XXe siècle, pour que soient reconnues et traitées sans attendre diverses difficultés de la vie, successivement problématisées, s'agissant de l'enfance, des jeunes, du handicap, de la dépendance, de l'immigration, de l'exclusion, de l'addiction, etc., etc., etc. Sous cet angle, je vous invite à méditer la formule de Pierre Bourdieu à propos de la sociologie, quand il disait que c'est un sport de combat. Je pense que là aussi, l'histoire du travail social et de l'action sociale est un sport de combat. Rien ne va de soi. Alors il faut donc replacer les MEX, me semble-t-il, dans la longue histoire des établissements spécialisés, héritières directes des orphelinats d'autrefois, aujourd'hui massivement de droit privé associatif. Elles seraient à distinguer sur ce plan, du point de vue historique, des foyers de l'enfance, de droit public, comme vous savez, sauf exception. Mais ces deux types d'institutions ont été rapprochés depuis 1981, si mes informations sont exactes. Et dans ces deux cas-là, et c'est ça qui m'intéresse, il s'agit bien de placement, de vie dans des institutions. On parle de maisons, de communautés, de vie, etc., etc. Tout ça est riche de signifiants, et non de simples services ou de simples paniers de services. Le travail d'histoire montre d'ailleurs des traits importants dans les développements, la généalogie de ce domaine, la lente transformation des conditions d'accueil, d'éducation et de professionnalisation pour y répondre,
Les variations et changements d'appellation de ces institutions, signe d'une action publique qui a été longtemps hésitante, et plus lente encore, la transformation des façons de nommer les enfants concernés. Je rappelle les orphelins d'autrefois, les inadaptés sociaux entre-temps, les cas sociaux, sans oublier l'importance des définitions par le droit subjectif depuis la Convention internationale des droits de l'enfant il y a peu d'années, à la fin des années 80. Alors, idéalement, pour analyser mieux tous ces phénomènes, il faudrait chercher des exemples comparables, se rapprocher d'eux, par exemple dans les ITEP, les CHRS ou les IME dédiés à l'autisme, qui sont aujourd'hui très révélateurs de tout ce qui se passe dans le secteur social, de façon à ne pas perdre de vue, et je finirai par ce point, une autre construction historique tout à fait importante et qui est en perte de vitesse pour l'instant, l'idée d'unité du secteur social. D'unité du secteur social. Elle n'est plus l'unité du secteur social. C'est parti dans différentes directions et je n'ai pas ici le temps de développer tout ça. Alors, partant de ces hypothèses que je voulais présenter en préalable, donc je voudrais creuser un peu plus les différentes caractéristiques de cette intelligence sociale historique que je viens de signaler, quand elle se réalise concrètement, et puis ensuite aborder quelques traits spécifiques des effets de l'hypergestion aujourd'hui. Je prendrai deux exemples, un exemple plutôt en externe, une détermination externe et une détermination interne. Alors, quid de l'intelligence sociale, puisque ce terme a été employé et que je le revendique? Je crois qu'il faut une théorie, tant au travail social qu'à l'action sociale, comme politique publique. Il faut une théorie. Pour aller plus loin que le simple pragmatisme, il y a des problèmes, trouvons des réponses. Le pragmatisme gestionnaire, même le mieux géré, même le mieux intentionné au service de ceux qui comptent, formule d'ailleurs que vous avez reprise, ceux qui comptent, j'aime bien le jeu de mots sur compte, qui compte et qui coûte, on pourrait dire, ne suffit certainement pas. Malheureusement, la période actuelle ne s'oriente pas dans cette direction. Nous manquons de doctrine globale au sens le meilleur du terme, c'est-à-dire des croyances et des principes. Nous ne travaillons plus assez, me semble-t-il, les idées de fraternité, de solidarité, d'éducation, de clinique et même de cohésion sociale, puisqu'on l'a mise au fronton de l'administration centrale après la RGPP, mais qu'on n'a pas su de quoi il s'agissait très réellement, puisqu'on a confié à une institution, le Conseil d'analyse stratégique, le soin d'organiser un séminaire pour donner du contenu justement à la cohésion sociale. C'est une curieuse façon de procéder. On met d'abord la forme, puis ensuite on cherche le contenu. Et la loi 2002, à cet égard, n'offre guère de repères de ce type. Au passage, je fais remarquer qu'elle ne parle pratiquement pas des professionnels, ce qui est quand même important à signaler, puisque les professionnels sont quand même ceux qui sont confrontés directement à la situation des personnes. Alors, c'est la raison pour laquelle, à seule fin de contribuer au débat, après la publication de mon livre « Trop de gestion tue le social », je me suis posé une question simple, ou plutôt on m'a posé une question simple que j'ai reprise, et je la crois importante. C'est celle-ci. Finalement, je dis ça aussi parce qu'il y a des années que je bourlingue et que je suis un compagnon de route de tous ces secteurs en tant que chercheur. Finalement, ce social réalisé, je pense que cette formule est intéressante parce que ce n'est pas le social théorisé ou social réduit à des valeurs ou à de la morale ou une obligation quelle qu'elle soit, mais le social réalisé, concrètement, financièrement, dans des institutions ou autres. Finalement, ce social réalisé, qui serait aujourd'hui impacté par les excès des normes gestionnaires, c'est quoi au juste ? Qu'est-ce qu'on peut dire que ça serait en substance? De quoi s'agit-il? Et je me suis trouvé un peu démuni face à cette question. Alors je sais bien qu'il y a des réponses de type fonctionnel, ça sert à ceci, ça sert à cela, il y a des gens qui souffrent, il faut bien répondre, mais ça ne me suffit pas. Il y a des réponses humanistes, nous sommes au service des usagers, nous sommes au service de tout le monde, nous sommes l'humanité en marche, bon ça je veux bien, ça ne suffit pas non plus. Il y a des réponses historiques auxquelles je crois un peu, parce qu'elles ont apporté quand même une connaissance relativement utile, je crois, s'agissant de la Révolution française de 1848, de la Troisième République de 1945, des années des 30 dites glorieuses, de la crise. Bon, c'est une explication, elle ne suffit pas. Que reste-t-il finalement? Quelle est la substance de ces affaires-là, par-delà ces définitions, contre-définitions, données factuelles? En d'autres termes, qu'est-ce qui a été fabriqué par nos prédécesseurs
comme disait Bourdieu, j'ai rappelé tout à l'heure, c'est un sport de combat, qu'ils nous ont transmis, qu'ils nous ont légué, dans quel registre ont-ils agi et selon quelle combinaison ont-ils cherché à rapprocher les politiques et les pratiques. Bref, il faut essayer de percer la boîte noire, et pour moi, en fin de carrière, ça reste une boîte noire, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit, et c'est important de le dire comme ça, il faut du doute, je crois, contrairement à ceux qui ont des certitudes, ne serait-ce que pour mieux comprendre comment cette construction régresse un peu aujourd'hui, globalement, et comment situer la place et la responsabilité relative du tout-gestion dans ce démontage. Alors ma thèse est la suivante. On peut raisonner en l'espèce à partir d'un idéal type fait de 4 piliers. L'un concerne le droit, un autre les institutions, un autre encore les savoirs, et un dernier la clinique. Chaque pilier est un travail, est une stratégie, est un développement. Ensemble, solidairement, ces 4 piliers font système, et c'est chacun, tout autant que l'ensemble solidaire, qui aujourd'hui est en partie impacté par l'hypergestion. Alors quelques mots sur chacun. Le pilier juridique. Nous sommes dans un état de droit, et je crois qu'on voit tous les jours par la télévision, les informations, ce que c'est qu'un état de non-droit. Vous voyez la Syrie et quelques autres, et l'importance du droit pour solutionner les conflits internationaux. Je pense à l'Ukraine ou à la Crimée. Le droit est ici présenté dans sa dimension formelle bien connue, celle qui renvoie à la hiérarchie des normes qu'il faudrait appliquer. Forcément, il y a une force du droit, mais aussi dans son autre dimension, ce qu'on appelle la dimension substantielle, grâce à laquelle il peut garantir la sécurité juridique, il peut garantir les libertés fondamentales et tout un ensemble de produits qui sont importants à rappeler. Dans un état de droit comme le nôtre, on a dit, c'est une formule que je reprends, le droit a aussi une fonction institutrice du faire société. Institutrice, le beau mot d'instituteur et d'institutrice de l'école de la République. Donc c'est un outil puissant qui agit à plusieurs niveaux, le niveau effectif, formel, visible, mais aussi à un niveau moins visible, en amont. J'ajoute qu'il est toujours réinterprété, réinterprétable, parce que c'est un outil humain parmi d'autres, ce n'est pas l'Évangile. Alors sans le droit, en tout cas, sans ces déclinaisons, les conditions de possibilité et de légitimité des actions sociales et médico-sociales dont nous bénéficions seraient beaucoup plus faibles, voire réduites à la seule émotion, au libre commerce ou à la bonne volonté des acteurs, et qui plus est sans les ressources affectées sécurisées. Ça vaut pour les collectivités locales aussi bien par différents niveaux que pour les institutions qui bénéficient des fonds publics. Or, on constate aujourd'hui que malgré la référence toujours affichée à l'état de droit, nous n'en sommes pas sortis, heureusement, se développent des usages de plus en plus instrumentaux et techniques du droit, notamment à travers ce que certains juristes, je pense à Alain Supiot par exemple, appellent une densification normative, confondant le droit avec la règle. On dit aussi quelquefois, pour faire passer la pilule, la régulation. Le terme de régulation envahit tout, et le terme de régulation ne renvoie pas à du droit, mais à de la règle, et c'est tout à fait important. D'ailleurs, les grosses entreprises sociales d'aujourd'hui l'ont bien compris, qui prévoient désormais des directions des ressources juridiques un peu partout, recrutent des avocats spécialisés, qu'ils payent grassement, chargés d'optimiser les avantages, oui, mais aussi de réduire par anticipation les risques encourus, y compris au pénal. Donc on voit bien l'instrumentalisation du droit, et y compris la prévention à l'égard des risques pénaux, jusque dans les entreprises sociales. C'est quand même extrêmement nouveau. Alors, il n'y a donc pas que l'accès au droit. L'accès au droit, évidemment, est à soutenir, ça fait partie des politiques sociales. Il y a surtout l'effectivité des droits qu'il faut mesurer à chaque moment. Que sont nos droits? Que sont-ils devenus? Il faut aussi soutenir un projet continu des droits subjectifs d'être protégés sans condition, spécialement pour les plus exposés. Ça, je reprends des formules empruntes à Robert Castel, qui était très engagé sur ces questions-là. Et puis, je crois qu'il faut aussi il faudrait aussi soutenir la socialisation et l'éducation au droit, ce qu'on ne fait pas dans les lycées et collèges. Les gens arrivent avec une connaissance normative minimale et toujours dans leur intérêt, alors que le droit offre finalement bien plus de ressources que cela. Alors sinon, ce sera effectivement le tri sélectif de la bienfaisance, les aléas du corporatif,
les risques du commerce, c'est-à-dire de la consommation inégalitaire de services en lieu et place du pacte social et des références à des valeurs fondamentales comme l'égalité ou la solidarité, d'où découle toute la construction du secteur social. Alors, deuxième pilier, le pilier institutionnel. Rapidement, les années 70 mobilisaient encore le terme d'institution. D'ailleurs, la loi de 75 numéro 2 était dédiée aux institutions sociales et médico-sociales. Le terme était inscrit. 2002 n'en parle plus, pratiquement plus. En référence là à l'école, à la justice, à la santé, aux grandes institutions de la République, y compris lorsque la gestion n'était confiée à des associations par délégation. Les années 80 ont vu apparaître, surtout avec la décentralisation, qui à cet égard serait à analyser. Nous avons tous un droit d'inventaire sur la décentralisation que nous n'exerçons pas. Surtout après décentralisation, on a vu de plus en plus exploiter le terme d'organisation. Alors c'est vrai, il y a de l'organisation dans l'institution, mais l'institution n'est pas remplaçable par l'organisation, qui n'est pas une fin en soi, l'organisation, c'est un outil. La sociologie des organisations n'est jamais qu'un outil. Vertical ou en réseau, c'est la même chose. Avec d'autres enjeux, je rappelle quelques titres, l'acteur et le système, les marges de liberté, la question des ressources, la question de la stratégie. On a vu se généraliser les formations à ces techniques, à ces éléments de référence dans les années 70-80 surtout. Et puis, depuis le tournant néolibéral accusé des années 90 et surtout 2000, la notion d'entreprise a pris une place considérable, y compris l'entreprise sociale, comme je disais à l'instant, ce qui valorise tout à la fois, il y a une ambiguïté sur le mot entreprise, puisque cela valorise tout à la fois l'idée d'entreprendre, soyons actifs, soyons entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, heureusement, sans le dire, il y a des gens qui étaient dans une logique d'entreprendre, d'avoir des innovations depuis longtemps, mais aussi et surtout la gestion de type entrepreneurial. C'est un certain type de gestion qui n'est pas forcément la gestion de tout et de tous. Moi, je suis dans le secteur public, c'est vrai qu'on n'a jamais eu, au CNRS auquel j'appartiens, jusqu'à ces dernières années, une gestion de type entrepreneurial. Mais il est vrai que la loi LRU est passée par là, qui a fait des universités, par exemple, des entreprises, à l'égal des grandes universités américaines. Voilà, tout ça pour remonter dans le classement de Shanghai. Alors, de type entrepreneurial, que l'on soit donc du secteur public, du secteur associatif non lucratif ou encore du privé lucratif, le même modèle de gestion, et c'est bien sur ce point que la question de l'hypergestion peut nous alerter. Et puis, on sait en outre que, à propos des institutions, que le Conseil de l'Europe, donc l'institution qui siège à Strasbourg pour les 47 États membres, soutient une nécessaire désinstitutionnalisation. Le terme, d'ailleurs, est repris dans l'ouvrage qu'a dirigé Francis Battifoulier. Je crois qu'il y a un article qui a à voir avec ça. Il faut revenir là-dessus, effectivement, parce que c'est une norme gestionnaire aussi qui fait la préférence pour certains types de relations commerciales, entre guillemets, avec les usagers, à travers notamment les paniers de services, et qui ne repasse pas par la case institution. Il est même recommandé aux États membres de désinstitutionnaliser, donc de ne plus ouvrir d'institutions, de ne plus penser institution. Voilà. Alors je crois que la question institutionnelle, et je salue le livre de Francis parce que j'ai vu rapidement hier soir qu'il y avait des articles consacrés à cette question. Effectivement, il faut réouvrir la question institutionnelle. Il faut la réouvrir parce que cette construction juridique qui est datée, le doyen Oriou date du début du XXe siècle, reste aujourd'hui, à mon sens, et sur ce point il faudrait discuter, la plus adéquate à la nature même des questions sociales. Je pense que le modèle de l'entreprise entreprenante n'est pas adéquat à la nature des questions sociales. Parce que dans les questions sociales, il n'y a pas que simplement le service rendu à un usager, mais il y a aussi le faire société en permanence. Tout service n'a de sens que par rapport à un contexte. Voilà. Alors, en effet, seule l'institution s'inscrit réellement dans la durée. Je sais bien que maintenant on est dans le temps limité, dans la durée, contre la discontinuité préjudiciable des services ou des appels d'offres référés à un marché donné. Le référé à un marché donné, c'est selon la directive de l'Union européenne de 2006, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle pérennise les accords passés, protégeant ainsi tout à la fois les droits utiles aux usagers, qu'on ferait mieux d'appeler d'ailleurs, me semble-t-il, des ayants droit plutôt que des usagers, les façons de faire cliniques des intervenants, mais aussi les pratiques les plus coopératives, dans une perspective qu'on peut qualifier de clinique institutionnelle. Ce terme est également
en titre, si j'ai bien compris, dans cet ouvrage. Donc c'est la vieille affaire qui a été enseignée quelquefois, mais qui a perdu beaucoup de terrain, de la dialectique de l'institué et de l'instituement, hein, cher à René Loureau, Lapassade et quelques autres dans le courant dit d'analyse institutionnelle qui a perdu un peu de sa place. Enfin, je pense que l'institution limite, sans pour autant être naïf, limite davantage les risques d'arbitraire et de dérive, mais sur ce point, il y aurait lieu de discuter parce qu'il y a aussi de la dérive dans le secteur institutionnel. En tout cas, c'est ce que signifie, selon moi, le statut constitutionnel du social en France depuis 1946, puisque c'est ce qui est repris dans la Constitution de 1958, où il est indiqué clairement « La France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale ». Et le « et social » est lourd de conséquences, du moins pour ceux qui veulent s'arrêter sur ce point. Alors, rapidement, le point suivant, les savoirs. J'ai encore un peu de temps, monsieur? Ça va? J'ai ma montre, mais je ne sais pas si c'est la même que la tienne. Donc, les savoirs. Alors, là aussi, je voudrais remarquer que la tension est devenue très forte entre la googlisation des savoirs, et par googlisation des savoirs, j'entends tout ce que vous savez tous, c'est-à-dire nous sommes tous branchés désormais sur les savoirs fournis par Google, gérés par Google via Internet, Google ou quelques autres, sur fond de capitalisme cognitif, le terme est tout à fait clair dans le traité de Lisbonne de 2000, le traité européen de Lisbonne, le capitalisme cognitif, pensez aux curieuse association de termes. Alors tout ça au sein... pardon, je suis perdu. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une tension entre cette approche-là qui est dominante aujourd'hui et l'approche dans une institution donnée par ce que j'appelle, moi, l'intelligence sociale ou encore l'intellectuel collectif. Ces formules-là existent. En effet, dans toute communauté de travail, et spécialement dans le secteur social, qui avait beaucoup d'avance par rapport à ce point, les savoirs s'y prendre ensemble, et je pense que c'est une des caractéristiques de ce secteur, constitue un véritable patrimoine qu'il faudrait, à mon avis, valoriser comme tel, et qui doit être en partie opposable, je dis bien en partie opposable, je souligne le en partie, tant aux décideurs qu'aux financeurs, et même aux usagers qui n'ont pas l'absolue connaissance de ce qui est bon pour eux, contrairement à l'argument un peu démagogique sur lequel l'usager saurait tout. S'il saurait tout, s'il savait tout, il n'y aurait pas de secteur social. Hein. Alors, ces savoirs-là, à mon avis, aujourd'hui sont en perte de vitesse, perte de légitimité. D'où l'importance, je crois, pour que vive cette culture, non seulement de réunions comme celle-ci, parce que je crois qu'il faut les saluer en tant que telles. Il y a des secteurs d'activité qui n'osent plus faire des rassemblements, des grands-messes à 600. Je crois que c'est très bien de revenir à des formules de ce genre parce que ça fait culture commune, ça fait partage, ça fait... Mais je crois qu'il faut aussi un travail théorique. Et puis il faut aussi de la critique collégiale des savoir-faire. Collégiale, j'entends bien, des expériences, des résultats. C'est-à-dire avec et par les pairs. Les pairs, PAIRS, ont à mon avis un rôle tout à fait important pour la régulation, l'évaluation, de même de tous ces secteurs. Alors, en disant ça, j'ouvre une perspective, évidemment, c'est que je me situe à contrario, de manière extrêmement critique, à l'égard des obligations formelles d'évaluation, qui ne font pas toute leur place aux pairs, hein, mais qui font leur place, au contraire, aux procédures. Alors ça, vous connaissez tout à fait bien. Je plaide plutôt pour une sorte de réflexivité continue tout au long de la vie institutionnelle, avec des temps réservés à cela, ce que la gestion actuelle du temps de travail n'offre plus. Hein, je connais de nombreuses institutions où on dit on n'a plus le temps de travailler, de préparer, on est dans le faire, hein, et avec le minimum de réunions de travail pour réguler, préparer, organiser, etc. Donc le temps de réfléchir ensemble, parce que ce sont des sujets complexes, n'est plus. Alors, sans doute y a-t-il des progrès à faire, et l'un des progrès, à mon avis, très importants à réaliser, c'est l'écrit. Et je pense qu'il y a une avancée considérable sur le plan de l'écrit, culture orale, culture de l'écrit. Heureusement, il y a des actes
qui seront livrés. Mais heureusement, il y a aussi bon nombre de professionnels qui vont à l'université faire des masters, faire des thèses. Il y a de plus en plus, et ça, je crois que c'est très important, parce que d'abord, c'est une façon de se libérer de ce qu'on aurait à dire, et puis en même temps, c'est une façon aussi de rendre public un certain nombre de sujets, de points de vue, d'analyses, etc. Et ça, c'est tout à fait important, contre tout ce qui cherche à normaliser par voie par exemple, de bonnes pratiques. Je crois que les bonnes pratiques, de ce point de vue-là, sont assez contradictoires avec l'effort analytique et le travail, comment je disais, collégial, tout à fait important. Alors, j'en viens à mon quatrième pilier, qui fera plaisir à quelques-uns, je pense. Que le sociologue parle de clinique, ça peut surprendre, mais je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a, dans l'histoire de ces champs-là, du secteur social, il y a un pilier clinique. Il y a quelque chose qui relève de la clinique. Alors, non pas forcément de la clinique des cliniciens, et psychothérapeutes et autres psychanalystes, mais une clinique beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus commune, et qui a quelques traits importants que je voudrais souligner, en reprenant d'ailleurs ces idées à quelques cliniciens qui ont eux-mêmes écrit sur ce que pourrait être la clinique. Il y a d'abord le choix de l'individualisation, le traitement, le travail au plus près de chacun, ce qui est tout à fait contraire à l'individualisation marchande, pour laquelle, je vous rappelle, les clients sont tous substituables les uns aux autres. Un client de perdu, un autre de retrouvé. C'est l'absolu contraire. Nous sommes dans le singulier, au sens du souci de chaque personne, dans l'ordinaire de sa vie. Alors, l'objectif est quoi? D'aider à structurer provisoirement quelque chose, et parce que la personne dans sa singularité compte, c'est-à-dire parce que le sujet compte, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est une construction qui est fragile, est toujours en devenir, et elle nécessite des supports complémentaires. La deuxième idée importante, c'est l'idée de l'épreuve personnelle de la rencontre avec l'autre. L'autre souffrant, l'autre en difficulté, l'autre placé, l'autre en demande d'aide, l'autre qui ne demande rien. C'est aussi vrai pour les gens qui sont dans les SAMU, dans les brigades des SAMU et qui vont rencontrer les gens qui ne leur demandent rien, mais qui viennent quand même les rencontrer. Alors, c'est une rencontre importante, celle-là, et je crois qu'on n'a pas assez théorisé, travaillé sur ces moments de rencontre entre deux humains, égaux en droit, l'usager et moi, c'est la même chose, mais asymétriques du point de vue des places, du point de vue des rôles, du point de vue des salaires, du point de vue des affects. Les salaires en particulier sont très asymétriques. Il y en a qui vivent avec de ça, les autres qui souffrent de ne pas avoir de salaire. Donc on ne peut pas dire qu'on soit sur le même plan. Donc il faut travailler avec tout ça. Alors, donc les égalités en droit et les asymétries en fait. Alors tout ça passe évidemment par un outil principal. Je disais tout à l'heure qu'il fallait des supports. Un outil principal à tout ça, c'est le langage. Vous êtes dans des pratiques qui sont faites de langage d'abord. Langage pour donner du sens au droit, de langage pour donner du sens à la rencontre, à l'échange, etc., etc. Alors, ce sont des langages qui sont le plus souvent à bas bruit, discrets, pour ne pas altérer quelque chose qui est important, le rapport de confiance, d'où une conséquence importante, et vous allez voir où je veux en venir, une faible traçabilité et de nouveau des difficultés avec les évaluations standardisées et formelles. Parce que ce qui se dit réellement entre les gens, d'une part, n'a pas à être forcément raconté n'importe comment, n'importe où, et deuxièmement, fait partie d'une relation quasi privée, d'où une difficulté pour en rendre compte. Et le troisième élément que je voulais souligner, en le reprenant aussi toujours aux mêmes sources, c'est que la pratique clinique est inséparable d'une passion analytique partagée. Elle vise la compréhension, la connaissance, la recherche, la confrontation d'idées, la critique. Et c'est une précaution importante dans ces milieux parce que la rencontre avec l'autre, l'usage de la parole dédiée, adressée, qui n'est pas une parole forcément spontanée, et en retour la parole de l'autre, qui réagit, qui rétroagit, bref, ces phénomènes que vous connaissez bien de transfert et de contre-transfert, tout cela crée des problèmes tout à fait spécifiques qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines. Qu'on ne retrouve pas, y compris dans le domaine de l'école, par exemple, parce que c'est amplifié par l'individualisation que l'école ne réalise pas de la même façon. D'où la nécessité de la reprise analytique partagée, qui n'est pas que régulatrice ou que évaluatrice,
elle permet aussi de compenser les risques de l'exposition de soi dans la rencontre. Alors voilà le modèle que j'essaie de construire. Il me semble qu'il y a peu ou prou de tout cela dans une configuration qui varie d'une profession à l'autre. Évidemment, c'est un modèle, ça n'est pas applicable, ça ne se trouve pas comme ça, hein, c'est un idéal type. Mais, je répète, il y a du droit toujours, on ne le voit pas forcément, il y a de l'institution, elle est mal en point quelquefois, elle est contestée, il y a du savoir, et je pense que ce sont des métiers de savoir, contrairement à ce qu'on peut raconter, des savoirs très spécifiques, très pointus, et il y a de la clinique, parce que c'est la façon spécifique d'aller à la rencontre d'autrui. Il y aurait bien d'autres façons d'aller à la rencontre d'autrui. On peut lui vendre n'importe quoi. Le rapport marchand sont autres, ils ne sont pas cliniques. Les rapports politiques ne sont pas cliniques non plus. Il y a des tas d'autres rapports sociaux, et celui-ci est très particulier. Alors, c'est un peu, évidemment, inattendu de dire que la clinique est un rapport social, mais qu'importe, je l'assume. Alors, il y a des militants de chaque pilier. Il y a des militants du droit, par exemple, je pense à DE, droit de l'enfance international, hein, qui n'est pas forcément dans les institutions. Il y a des juristes, il y a des avocats. Il y a des militants de la cause des institutions qui fabriquent, qui inventent, qui entreprennent, qui sont sur le front avec les pouvoirs locaux pour essayer de bâtir davantage, construire davantage. Il y a des militants du savoir. J'en suis un, par exemple. J'essaie de mettre à disposition, de partager ce que des années de travail de recherche m'ont permis de formaliser, tant bien que mal. Je n'ai pas compris tout à fait grand-chose encore, mais je le dis, j'ose le dire. Et puis, il y a des militants de la clinique, mais ça, vous les connaissez bien, parce que ceux-là le font savoir haut et fort. Alors, c'est cela que le management contemporain est en train de détruire progressivement de deux façons. D'abord, casser le tout, casser la solidarité de ces quatre termes pour les gérer un par un, hein, séparément. Le droit, c'est l'affaire des juristes. L'institution, c'est l'affaire des chefs, des directeurs. Ce n'est pas l'affaire des pratiquants de terrain, des techniciens de terrain. Le savoir, c'est l'affaire du CNRS, c'est l'affaire de l'université, c'est l'affaire, etc. Et la clinique, c'est l'affaire des cliniciens. Non, je pense qu'il y a une solidarité entre tous ces phénomènes, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, tenir. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est important pour justifier du global, de l'approche globale qui était chère à quelques auteurs des années 70. Je pense à comment il s'appelait, Laurie, par exemple, dont le nom est oublié aujourd'hui, le contemporain de Lenoir, qui plaidait pour une approche globale. Je crois qu'il faut revenir aux idées de globalité, ne serait-ce que pour lutter contre la tentation aujourd'hui d'aller vers le discontinu. Hein. Un problème, c'est fait pour être résolu et on passe au problème suivant. C'est un modèle de politique publique dans le discontinu, de procéder par programme après programme, par prestation après prestation, par dispositif après dispositif, etc. Là, alors ça évoquera sans doute chez quelques-uns la LOLF, la loi organique sur la loi de finances, qui a redécoupé comme ça de manière fonctionnelle, rationnelle, les allocations de moyens publics. C'est peut-être bon pour la gestion, c'est pas bon pour le secteur social. Alors, je voudrais dire maintenant, si j'ai encore combien de temps? Ça ira. Je voudrais dire maintenant quelques remarques rapides sur quelques autres effets dissolvants de l'hypergestion. Je dis bien de l'hypergestion et non pas de toute gestion, vous m'entendez bien. Et peut-être d'abord faire remarquer que, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais il y a là, dans ce problème, à la fois des variables externes et des variables internes. Il y a des choses qui sont imputables à des phénomènes sur lesquels on a une prise relativement faible, par exemple la construction européenne, et puis des phénomènes qui sont plus propres à nous, à la France, aux politiques que nous avons suivies, aux orientations que nous avons suivies. Par exemple, notre façon de faire l'évaluation, d'instiller de l'évaluation, d'obliger à de l'évaluation partout. Voilà les deux points que je voudrais développer. Alors, la directive service de 2006, la directive européenne donc sur les services en 2006 est tout à fait intéressante à rappeler parce que ces termes sont très explicites, très explicites. Exit l'État social, l'Europe sociale attendra si jamais elle peut venir un jour. Il faut qu'advienne plutôt une économie des services
autant qu'une société de service. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une distinction qu'un ancien Premier ministre du nom de Jospin avait essayé de faire en disant « nous sommes pour l'économie de service, mais pas pour la société de service ». Mais je crois qu'il avait un peu tort, parce que les deux vont ensemble. Et le débat sur ces questions est assez faible, et trop faible, me semble-t-il, dans le secteur concerné, en tout cas celui-ci. Alors, pour le secteur social, vous savez que la chose se joue derrière un sigle barbare. Il y a beaucoup de sigles barbares pour faire avancer cette manière de voir le monde et la gestion. Un sigle barbare fabriqué par les fonctionnaires de Bruxelles, les SSIG, les services sociaux d'intérêt général. Les SSIG, d'ailleurs, ont une place parmi un ensemble plus vaste qu'on appelle les services d'intérêt économique général. Donc les services sociaux d'intérêt général sont des services d'intérêt économique général. Qu'est-ce que veut dire tout ce charabia? Eh bien, ça veut dire que, quel que soit l'objet, quelle que soit la nature, quelle que soit la substance même de l'activité de service, si tant est que cette formule puisse être appliquée à tout le monde, tout service est défini comme étant une activité économique par définition sur un marché donné. Voilà le cadre, la doctrine générale européenne. Tout service est défini comme étant une activité économique sur un marché donné. C'est extrêmement important parce que ça vient immédiatement, dès lors qu'on applique une directive de cette nature, au cas français par exemple, ça vient évidemment mettre en question ce que nous croyons encore du service public, qui n'est pas une activité économique sur un marché donné. Il n'y a pas de marché. On peut concéder à un marché, on peut externaliser vers un marché, mais le service public n'est pas un marché, ou alors on force le sens des mots. Ça n'est pas non plus une activité économique, et cette idée est partagée. Alors on peut la prendre de différentes manières. C'est de l'économique au sens où ça produit, ça nourrit des gens, ça produit de l'emploi et ça consomme de la ressource. Bien évidemment, sous cet angle-là, tout est économique et on ne s'en sort pas. Mais ça n'est pas économique au sens du profit économique, puisqu'il y a un principe de non-lucrativité qui est partagé entre le service public, l'idéal de service public. Le statut des fonctionnaires permet de ne pas courir le cachet en permanence, ni de courir les contrats de travail ou les appels d'offres, en principe, en théorie. Donc on sécurise les statuts pour permettre aux gens de s'adonner à d'autres finalités qu'aux finalités simplement économiques, c'est-à-dire de la recherche de gains, de limitation des pertes, de profits, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger là et qui nous vient d'ailleurs, et qui vient impacter certaines conceptions qu'avait portées la République. Alors, cette dogmatique libérale, ou néolibérale pour être plus précis, fait donc du marché le principe régulateur par lequel chaque individu réalise son bonheur et trouve sa liberté. L'économie sociale de marché n'est donc pas simplement une devise pour abriter des activités, pour donner un sens à des activités, mais c'est aussi un but à atteindre. Et c'est là où le secteur social est embarqué dans une aventure qui n'est peut-être pas la sienne, compte tenu des objets qui sont les siens, des objectifs qui sont les siens, pardon pour le lapsus. Bref, si pour ne pas fausser la concurrence, toutes les aides d'État sont interdites, sauf exception, nous rentrons dans une période de difficulté extrême qui conduit, d'une part, au lobbying important de certains secteurs sociaux à Bruxelles ou à Strasbourg, par exemple le logement social, pour sortir de la directive service, et puis d'autres, au contraire, qui sont pleinement sous le coup de la directive service, relayés par les pouvoirs publics qui n'arrivent pas à trouver la jointure ou la façon de déborder, par exemple le secteur de l'aide à domicile, notamment depuis qu'une certaine loi, en 2006, à la même date, c'est pas par hasard, en a fait un secteur économique à part entière, le secteur de l'aide aux personnes, l'aide à la personne. Nous sommes au cœur de cette affaire-là. Nous sommes au cœur de cette affaire-là, et ça
ça renvoie très précisément, je coupe dans mon texte pour gagner un peu de temps, ça renvoie très précisément à un problème auquel vous êtes confrontés, et je crois qu'on ne peut pas s'endormir sur les lauriers de la vie associative ou les lauriers de l'économie sociale et solidaire comme une forme de regroupement pour résister, qui a son importance bien évidemment, mais qui regroupe des choses qui ne sont pas de même nature, puisque dans l'économie sociale et solidaire, il y a du vrai économique, concurrentiel, qui coexiste avec du non-économique ou du faux économique, comme le secteur associatif, qui est quand même relativement important en volume. Voilà. Donc ça renvoie à une question très précisément, que voulez-vous que soient vos structures du point de vue juridique? On ne peut pas se contenter de continuer comme on le fait, et il y a donc un problème à se poser. Est-ce que l'avenir est du côté du tout concurrentiel qui semble se dessiner, sans le dire, tout en le disant, à travers la généralisation des mises en concurrence, des appels d'offres, de la segmentation, de la discontinuité de l'action, etc. Ça, on le voit bien sûr arriver. Est-ce que l'avenir est du côté d'une sorte de coalition, de grande coalition de toute l'économie sociale et solidaire qui restaurerait une utopique troisième voie qui serait à la fois dans le marché, au risque du marché, avec une éthique qui ne serait pas celle du marché? On peut en discuter. Ou est-ce que la solution, dans la relance, la redéfinition, d'une certaine manière, le retour, avec renforcement, je crois, et de l'idéal de service public, y compris sous la forme de la délégation des associations de loi 1901. Là, je pense qu'on est au courant, on est à un grand tournant, et je crois qu'il faut s'en mêler parce que les conséquences sont importantes. Les modes de gestion consécutifs à l'une ou l'autre de ces options ne sont pas du tout les mêmes. Alors, vous savez que dans tous les cas, pour revenir à ce qui nous vient de Bruxelles et de la construction européenne, la question qui se pose est cruciale, c'est la question des aides d'État, rebaptisées compensation de services publics, services rendus, la question donc de l'encadrement de ces aides d'État par les règles communautaires qui deviennent très contraignantes, et certains évidemment considèrent que cela dissuade l'innovation et expose aussi à des sanctions en cas d'erreur manifeste, donc s'il y a abus. Passage en force. Alors, il est vrai aussi, vous avez dû être sensible à ces choses-là, il y a par exemple une communauté, je ne mets pas dans le même sac que toutes les collectivités locales, il y a des communautés locales qui sont organisées, et qui affichent d'ailleurs à l'entrée des communes, j'ai peut-être vu ça, j'ai vu ça dans la région parisienne, qui affichent une défense organisée des services publics communaux. Ici, nous défendons les services publics communaux. Il y a un réseau de communes pour les services publics, par exemple. Bon, alors ça va comme ça peut, c'est une sorte de contre-pouvoir qui ne mobilise pas tout le monde, mais qui est important à signaler à ce moment de mon exposé. Alors, peut-être le plus grave encore est-il, mais là aussi il faut en discuter, la possibilité de l'ouverture des marchés aux opérateurs poursuivant des buts lucratifs. Est-ce qu'il y a contradiction entre les questions sociales et le but lucratif? Alors, vous savez comme moi que la réponse n'est pas simple. D'abord parce qu'il y a tradition de paternalisme du secteur lucratif qui a existé peut-être même avant la forme publique ou parapublique qu'on lui connaît. Deuxièmement, parce qu'il y a de l'argent à faire sur le social, à condition de s'y prendre correctement. Le passage, par exemple, de la protection de l'enfance au coaching est un passage qui ouvre la voie à des marchands de coaching, c'est-à-dire à des formes de professionnalisation qui ne sont pas les mêmes que celles qui ont été imaginées pendant très 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 longtemps et qui conduisent au diplôme d'État qu'on évoquait encore tout à l'heure. Diplôme d'État, ça s'entend bien, non pas diplôme de département ou de région, en attendant, tout pendant que ça existe, saluons-le. Mais il y a de possibilité de remplacer ceci par cela, qui coûterait moins cher, avec 80% de réussite, puisqu'il y a des enquêtes ensuite qui permettent de l'affirmer haut et fort.
De même, Pôle emploi, pour prendre un exemple en dehors de votre cadre, la tentation existe de confier l'accès au travail, non plus à des professionnels de l'accès au travail, mais à des boîtes qui vendent de la réussite, en l'occurrence, en matière d'accès au travail. Tout ça existe déjà. Et je pense à Academia aussi, qui vend aux familles qui n'en peuvent même et qui trouvent encore des solvabilités dormantes chez elles, de l'aide aux devoirs, de l'accès aux devoirs, etc. Autrement dit, ça tourne autour. Ce n'est pas de la paranoïa de ma part, c'est une observation de ce qui se passe autour des institutions. L'école reste sanctuarisée pour partie, mais ça n'est pas sûr du tout qu'elle ne s'ouvre, que jamais elle ne s'ouvre à ces opérateurs qui font, vous voyez, l'importance des marques, l'importance de Google, l'importance de même l'introduction des ordinateurs dans les écoles, c'est aussi l'introduction du marchand dans les écoles, etc. Donc, si vous voulez, on n'est jamais à l'abri de ça et c'est un point à soutenir. Alors, que faire ? D'accord. Que faire ? Écoutez, alors que faire ? Il y a une seule chose à faire. C'est d'abord en parler, toujours davantage. Et je souligne que je suis avec Joël Henry, pardon, il y a d'autres Henry, il y a de nombreux Henry, avec Alain Henry à l'origine d'un article qui est disponible dans la revue française de droit sanitaire et social pour défendre la possibilité qu'on exploite une des catégories fabriquées par l'Europe aussi, et en exploitant aussi la jurisprudence qui l'accompagne, qu'on exploite la catégorie des services non économiques d'intérêt général, parce que ça existe aussi dans la production européenne. Il n'y a pas que des services économiques, il y a aussi une catégorie des services non économiques, dans laquelle il n'y a pas grand monde pour l'instant, si ce n'est l'obligation scolaire, parce que obligation oblige, ça ne peut pas être économique, l'obligation, mais pas la mise en œuvre de la réponse, hélas. Et puis la question de la sécurité sociale, qui reste aussi non économique, bien qu'elle ait beaucoup de soucis économiques, mais c'est un autre aspect, mais elle est non économique en ce sens où la sécurité sociale n'est pas un fonds de pension. Voilà. Alors, il y a donc une catégorie des secteurs non économiques, et nous sommes tous les deux, et quelques autres, à penser que tout le social devrait être calé dans cette catégorie des services non économiques d'intérêt général, parce que c'est bien sa définition fondamentale et principale. Alors, la dernière chose que je voulais développer en 2 minutes, mais là, je n'ai pas le temps, vous l'aurez par écrit, c'est une des conséquences en interne et largement relayée par les pouvoirs publics ces derniers temps, une des conséquences en interne en termes d'évaluation. Alors, l'évaluation, c'est une orientation tout à fait importante qui a toujours existé. Je voudrais insister sur ce point. Il y a toujours eu de l'évaluation. La vie associative a des rituels évaluatifs. Le rapport d'orientation, le rapport financier, ce sont des rituels évaluatifs discutés par les assemblées générales, etc. Je pense que l'évaluation n'est pas une chose neuve. Ce qui est nouveau, c'est de la nommer, c'est de la revendiquer, de l'organiser, de la rendre obligatoire et de la standardiser. Voilà les éléments nouveaux qui viennent en termes de gestion. Pourquoi évaluer ? Alors moi, je pense qu'il y a une sorte d'imposture sur la question de l'évaluation. On la vend comme étant une façon d'aider à la qualité. Madame va nous expliquer ce que c'est que la qualité. Je n'ai toujours pas compris, mais ça, je vais vous écouter tout à l'heure. Ça serait pour aider la qualité au service de l'usager, etc. En réalité, si on regarde un peu l'histoire, l'arrivée de l'évaluation, elle est très contemporaine de la LOLF. Et laquelle LOLF est une façon d'allouer l'argent public par le haut, de manière assez jacobine, après avoir découpé l'activité publique en grandes missions, en grands ensembles de programmes, d'actions, etc., et qui a pour morale publique, nouvelle morale publique, d'exiger des justifications pour tout euro dépensé, jusqu'au dernier, à tous les étages. Alors, c'est une conception évidemment tout à fait caricaturale que je développe là. C'est plus complexe que ça, ne serait-ce parce qu'il y a des contre-pouvoirs un peu partout, à commencer par la haute fonction publique, à commencer par les grands établissements, à commencer par les collectivités locales, où ça vient heurter d'une certaine façon le principe de libre administration, bon, etc., etc. Vous voyez que l'argent ne gère pas tout, il y a d'autres aspects qui sont importants. Mais l'évaluation trouve sa légitimité là, dans cette façon nouvelle de redistribuer l'argent, et des tas
d'éléments, évidemment, vont avec cette norme-là, en particulier toute cette invention terminologique que vous avez évidemment tous aperçu et manipulé, en vous demandant d'ailleurs quelle importance ça pouvait avoir, quelle importance relative ça pouvait avoir. Je pense à des termes comme l'effectivité, qui vient d'ailleurs qui vient du droit, et puis derrière les termes comme efficacité, hein, distinguer scrupuleusement de l'efficience, ne pas confondre. Dans un cas, c'est la question des résultats, dans l'autre, c'est la question des moyens, directs ou indirects, mis en œuvre pour les obtenir, la question de la pertinence, la question, et puis tout un vocabulaire que vous connaissez bien, les référentiels, l'accréditation, les bonnes pratiques, la démarche qualité, les indicateurs, le reporting, le benchmarking, etc., etc., etc. En anglais de préférence, ça va beaucoup mieux. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas chaque chose, parce que chaque outil a peut-être sa raison d'être, et je suis prêt à le croire. Ce qui m'intéresse, c'est le tournant des années 2000 qui a vu s'imposer ce vocabulaire, ce pouvoir, cette place faite au principe de bonne gestion, que je ne conteste pas en tant que citoyen, mais dont je conteste effectivement qu'elle arrase, qu'elle élimine d'autres légitimités qui sont tout à fait importantes à considérer parce qu'elles sont plus en rapport avec l'objet même en question, les enjeux centraux, à savoir l'aide individuelle dans un contexte institutionnel et sociétal. Voilà ce que je voulais dire extrêmement rapidement. Alors, je crois qu'il faut être attentif. Est-ce que je peux encore avoir 1 minute pour finir ? T'as 30 secondes. Bon, je crois qu'il faut être attentif aux effets constatables de ce tournant de l'hypergestion, notamment au niveau des professionnels. C'est pas que j'ai de l'intérêt spécialement pour les professionnels, mais je crois que ceux qui sont au front sont ceux qui ressentent le plus les effets délétères de ces excès. Je rappelle quelques petites choses que des enquêtes ont montrées. Un sentiment de substitution de l'outil à la cause. Une impuissance ressentie par rapport à la dissociation accélérée de la conception et de la mise en œuvre professionnelle. Une perte de confiance des professionnels dans l'administration publique et réciproquement d'ailleurs de l'administration publique dans les professionnels. L'obligation, ne serait-ce que pour survivre, du double langage. Un langage clinique d'un côté et un langage gestionnaire de l'autre, pour aller négocier, etc., etc. Je passe très très vite. Donc au total, je crois qu'avec l'hypergestion, nous assistons à une sorte de pouvoir, de nouveau pouvoir, de pouvoir plutôt néo-technocratique, par le haut, dans un domaine qui, du coup, pour le justifier, est réputé coûteux, en masse salariale. On regarde son peu d'efficience, de productivité, analyse fort discutable mais très répandue. Très répandue, c'est un procès d'ailleurs à charge en permanence, sans possibilité de prouver le contraire, mais c'est aussi un procès à court terme, parce qu'on ne raisonne jamais sur le moyen, sur le long terme. Donc quelle est l'efficience de l'argent social investi? Là aussi on pourra en discuter. Un domaine politiquement faible, et c'est dommage qu'il soit si faible dans le débat actuel parce qu'il ne pèse pas lourd en contre-pouvoir. Un domaine qui a été professionnalisé longtemps dans certains secteurs phares et sous-professionnalisé dans d'autres. J'arrête, je te promets, c'est la fin. Et un problème, bon, voilà. C'est pour ça que je pense, fondamentalement, ça sera ma dernière phrase, qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut essayer de desserrer la surnormativité qui est en train de s'emparer de vos secteurs. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Dans la recherche, on dit la même chose, à l'université, on dit la même chose, dans le secteur sanitaire, on dit la même chose, dans le secteur de la magistrature, on dit la même chose. Je veux dire, c'est un combat général. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose à bien changer dans la place de la gestion. Et je pense que la seule sortie pour libérer tout ça, libérer ces secteurs, parce qu'il s'agit de continuer à faire une société de semblables, comme disait Robert Castel, ben là, c'est la sortie par le haut, ce n'est pas la sortie par le bas et par la soumission. Merci beaucoup. Merci Michel Chauvière pour cette conférence
Nous allons prendre une demi-heure de pause. Alors, il faut qu'on tienne absolument le timing, parce que sinon, on va déborder notre horaire. La pause café se déroule à la mezzanine, là où vous avez eu l'accueil. Il faut que nous nous retrouvions ici. On prend une demi-heure. On se retrouve ici, tout petit peu moins d'une demi-heure, à 11h20, pour l'intervention de Madame Liovel. À tout à l'heure. Ça fait très plaisir.